Paul Turchi-Doriani, bonjour. Bonjour Jean Colonna. Tu es directeur de Pratica Lingua Bastia, une association engagée dans la transmission de la langue corse. Tu es aussi auteur de plusieurs livres pour enfants et historien avec la rédaction d'une thèse sur les relations entre Rome, la papauté et la Corse. Dans cet entretien, on va traiter deux axes majeurs. D'abord, la portée de ton engagement associatif. Quel espace de pensée tu as pu créer pour préserver la langue? Quel imaginaire cela ouvre? Et puis, sur ton travail d'historien, ce que tes recherches révèlent de l'identité corse, du nationalisme et de ce qu'il pourrait rester à dépasser. Est-ce qu'on est bien d'accord? On a fait un joli tour d'horizon là. Eh bien écoute, Pratica Lingua, déjà, comment est né ton engagement? Y a-t-il eu un moment précis, une expérience, un constat qui t'a convaincu qu'il fallait agir? Alors l'engagement il vient de Lisandro De Zerbi, il y a 10 ans, qui réunit un groupe d'amis dans un petit local à la Citadelle et qui nous dit voilà, je veux créer une association pour proposer des cours de Corse, des ateliers linguistiques, des ateliers artistiques, etc. À Bastia. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez? On va rémunérer, on va professionnaliser le système et on va faire quelque chose de carré, de sérieux, mais aussi de moderne et d'agréable. Donc, je lui demande pourquoi moi. Et là, il m'a donné une réponse qui pourrait être bateau, qui pourrait sembler bateau, mais qui en fait a provoqué une petite secousse. Il a dit pourquoi pas toi? Et donc, on a ouvert les portes de ce local au couvent Saint-Angelo il y a 10 ans maintenant. Et nous étions une petite équipe avec 2 salles. Aujourd'hui, et suite à son action aussi au niveau politique, on a un bâtiment de 3 étages donc dans le couvent, dans l'espace Saint-Angelo, qui désormais s'appelle Agasa di Eling, qui est un bâtiment municipal. Et nous occupons pour l'essentiel à peu près 70% du bâtiment pour nos activités de formation, d'animation artistique, linguistique, etc. Alors, de quoi ça part en fait, l'immersion et pourquoi Pratica Lingua? On avait besoin de montrer que la langue corse, non seulement ce n'était pas un objet muséifié, c'est-à-dire poussiéreux et à l'état d'objet observé, mais c'était quelque chose de vivant, de coloré, de moderne, et qui n'était pas cloisonné non plus, soit au constat pessimiste qui dit lingua sine more, soit au milieu scolaire, qui reste quand même très cadré, très fermé, très à part dans la société, même s'il occupe un temps important dans la vie des enfants et des adultes. Mais voilà, on voulait la décloisonner, c'est je pense le pari que l'on a réussi, puisque d'une structure qui commence avec à peu près 5-6 animateurs, aujourd'hui on est à peu près à 8 sites sur tout le territoire de la Corse, ce qui correspond à peu près, on va dire, allez, une centaine de contrats de formateurs, d'animateurs qui travaillent, et à peu près environ pour cette année, je crois, 1000-1200 adhérents. Donc, qu'est-ce qui a fait, au-delà l'intervention de Zerbi, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à accepter? Moi, ce qui m'a poussé à accepter, c'est que souvent, j'ai assisté à des séquences de langue corse dans des cafés, on va dire dans des endroits tiers, dans tiers-lieux, hein. Aujourd'hui, on aime beaucoup ce mot-là, où j'ai vu des jeunes se faire reprendre dans leur pratique, de manière assez sèche et assez péremptoire. Et ça m'a scout-soulé, comme on dirait en franc-course. Et quand Lisandre m'a proposé de créer un espace neutre, bienveillant, où la convivialité est importante, je me suis dit, bon, enfin, on va trouver un endroit où on va pas dire si j'ai mis Kagouzi, tout ça, il mis Kabar la course, etc., etc. Et je dis, banco. Alors, j'ai tremblé, puisque moi, il m'a recruté, entre guillemets, même si on était tous fondateurs, mais moi, j'agissais surtout au niveau de l'apprentissage de l'histoire de la Corse, en langue corse. Donc j'ai passé ma première année à trembler en me retrouvant avec des adhérents qui d'ailleurs étaient beaucoup mieux aguerris en langue corse que moi. Et puis au final, aujourd'hui j'ai toujours un peu la pression 10 ans après, mais j'ai franchi le pas. Aujourd'hui je suis directeur de la structure de Bastia et ça va beaucoup mieux et je m'aperçois qu'en fait, je ne sais pas si on a fait du bon boulot, mais on a fait le boulot. Tu publies une série de livres pour enfants en langue corse. Oui. Ça peut paraître simple, mais en réalité, c'est quelque chose qui est très chargé de sens pour moi. Pourquoi tu as choisi de t'adresser aux enfants et pourquoi la littérature particulièrement plutôt qu'autre chose? Alors, la littérature, quand on a créé la série Piro et Riucade, il y a presque 10 ans d'ailleurs aussi, environ 6-7 ans je crois, on a fait un constat, j'ai fait un constat, c'est que je trouvais très peu de littérature adaptée, en langue corse en tout cas, à ce que mes filles souhaitaient entendre ou pourraient entendre comme conte, comme fable, le soir, notamment pour s'endormir. Et j'avais pris l'habitude de leur inventer des histoires, un peu en improvisation tous les soirs.
Et à un moment donné, je me suis dit, bon, il va falloir créer quand même quelque chose complètement immersif qui va leur permettre non seulement de suivre une narration, un drame, hein, c'est-à-dire des actions, mais qui va aussi leur permettre en plus de découvrir le territoire de la Corse, les variétés de langue corse, les paysages, le patrimoine immobilier, le patrimoine culturel, immatériel, etc. Et je me suis dit, on va faire comme au Moyen-Âge, comme dans Le Nom de la Rose, comme on le voit dans Le Nom de la Rose, c'est-à-dire on va utiliser les animaux pour raconter des histoires d'hommes. Et de là est partie l'histoire de Piero Eriucada. Donc après, avec l'équipe, avec Fab Mariani, le dessinateur, avec Bernard Ferrari à la musique, avec Doria Housset essentiellement, qui m'accompagne dans cette aventure depuis le début, qui est la directrice artistique, qui a été la directrice artistique autrefois de Piero Eriucada. On a commencé à créer quelque chose de moderne, d'immersif et surtout de multimodal. Parce qu'on le sait, le rapport au livre, il est très complexe aujourd'hui. Et donc, on a souhaité aussi avoir une application en plus du livre pour permettre justement, malheureusement, par le biais des tablettes et des téléphones, de consulter l'histoire, de l'écouter. Et aussi par la musique et le doublage, pour que les parents qui sont en difficulté quand il faut lire du corse, etc., puissent avoir un support média qui leur permette de passer l'histoire. Et puis du coup, l'histoire, on a mis de la musique, on a mis du bruitage, on a choisi des voix aussi d'amis et de gens qui sont connus dans le milieu culturel en général et qui ont permis de donner vraiment de la vie aux autres, à Historia di Piero Eriucada. Et donc pourquoi les enfants ? Parce qu'en fait, globalement, la cible principale et prioritaire, je pense que c'est elle. Tu sais, il y a une idée qui circule en sciences sociales, c'est que la langue qu'on apprend en premier n'est pas seulement un outil de communication, c'est une façon de découper le monde, de nommer les choses et au final peut-être même d'exister. Est-ce que c'est ça que tu voulais chercher à transmettre ? Oui. Alors, je voulais transmettre deux choses. Alors, transmettre, c'est un bien grand mot parce que je suis personne pour transmettre. Mais par contre, je voulais montrer qu'on pouvait faire passer des constats, des idées, des morales et aussi des apprentissages par le biais de la langue corse qui en fait permet de dire tout, absolument tout et de dire le monde. Parce que souvent on se pose la question sur cette langue corse en se disant oui mais à quoi elle sert, mais dans le monde moderne pourquoi pas l'anglais, le chinois et l'espagnol qui sont les langues majoritaires dans le monde. Et en fait, à quoi ça sert d'exister si l'on n'est pas soi-même ? Est-ce qu'on va chercher forcément une fonction utilitaire à cette langue alors qu'elle est l'essence d'un être ? Et être, ce n'est ni paraître ni avoir. Donc à partir de ce moment-là, il faut se dégager de toutes ces contingences, je dirais, un peu trop pragmatiques, pour aller vers et dire, voilà, ce que nous sommes, c'est cette langue. Quand on a des noms de lieux, la toponymie par exemple, un nom de lieu en Corse veut dire quelque chose et se rapporte à une histoire, se rapporte à une trame culturelle, historique, sociale, agricole, peu importe, bien que pour moi la culture soit essentiellement l'agriculture, mais voilà. Et donc si on efface ce nom de lieu et le contexte dans lequel il évolue, c'est-à-dire la langue, finalement on efface le lieu. Et alors, on doit réécrire une réalité par-dessus ce lieu effacé, et cette réalité est complètement artificielle, et souvent elle est à but utilitaire. Ce qui fait qu'elle n'est plus belle, elle n'est plus bonne, elle est juste utilitaire. Et artificielle. Et artificielle complètement, et c'est là où on réécrit en fait notre identité, voire on l'efface. Bah justement, on dit souvent que quand une langue meurt, c'est un monde qui disparaît. Bah voilà, tu as transition toute trouvée. Hein. Mais concrètement, qu'est-ce qui disparaît avec elle, hein? Pas dans l'abstrait, mais dans la vie quotidienne. C'est quoi ? C'est une façon de penser ? C'est un référentiel commun ? C'est une façon de penser, c'est un référentiel commun. On a aussi cette phrase qui parfois est devenue presque un slogan qui dit que c'est la langue qui fait la culture. Et c'est d'ailleurs le leitmotiv de Pradiga Lingua qui dit que lingua vage popolo, c'est-à-dire la langue fait le peuple. La langue, c'est un véhicule. Alors, c'est comme une voiture. Et à l'intérieur de cette langue, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver les noms, on va retrouver les liens sociaux, les liens familiaux, on va retrouver les liens commerciaux parfois, les mots qu'on trouve dans la langue corse en arabe. Alors j'espère que les linguistes qui regarderont le podcast ne m'en voudront pas trop. Je pense à titre personnel qu'ils ont été rapportés par des commerçants corses qui avaient affaire au Moyen-Orient ou à l'Orient, et donc ils ont ramené dans leur bagage des mots comme Aboudzef ou Miskin, etc., Baragouk, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Cette langue, elle véhicule tout un tas de choses. Si on fait disparaître la langue, en fait, on va carrément effacer tout ça, c'est-à-dire effacer le lien, encore une fois, historique, culturel, social, familial, et notre inscription aussi dans le monde. Parce que ce n'est pas une segmentarisation sur ce coup-là. On vient d'en parler avec les commerçants qui allaient et qui venaient. La population corse, c'est une population de voyageurs. On a un géographe arabe du XIe siècle, si je ne m'abuse, qui dit que
parmi tous les peuples chrétiens, les plus voyageurs sont les Corses. Les plus grands voyageurs sont les Corses. Donc ça veut dire que c'est une langue et une façon de voir le monde qui s'inscrit totalement dans le monde. Et comme un puzzle, si on enlève des pièces à ce puzzle, l'image n'est plus intégrale. Et donc ce n'est plus une image, c'est quelque chose de partiel. C'est une ébauche, ouais. C'est une ébauche, c'est une caricature presque. Mmh. Il y a quelque chose de politique dans le fait de publier des livres pour enfants en Corse. Est-ce que tu l'assumes comme tel ou est-ce que tu résistes à la lecture politique ? Je résiste totalement à la lecture politique parce que cette démarche-là de sauvegarde, de tentative de sauvegarde de la langue corse, puisqu'on n'est pas les premiers à se battre pour ça, à travailler pour ça, on n'est pas les derniers, on n'est pas les meilleurs. Mais par contre, on apporte notre pierre. Et cette pierre-là, elle ne doit pas servir à construire un édifice qui ne serve pas à quelque chose qui va transcender le temps, les époques, les gens, etc. Le politique, enfin la politique, parce que bon, il y a quand même des sens particuliers. Si c'est au sens encore une fois, la vie de la cité, etc., oui, c'est politique, parce que c'est une pierre qui apporte à l'œuvre collective, qui est apportée à l'œuvre collective. Par contre, si c'est une notion politicienne, à ce moment-là, non, pas du tout, parce que ça transcende véritablement les dispositifs politiques ou les idéologies, etc. On est vraiment au-delà de ça. Pour revenir un petit peu sur Pratica Lingua, concrètement, qui vient dans cette association ? Ouais. C'est quoi le profil des gens que tu touches ? C'est quoi, des convaincus, des curieux ? Alors, je parlerai pour Bastia essentiellement, hein, puisque chaque Pratica Lingua, même si on a un peu une forme de franchise, chacun... Vous êtes un mouvement gazeux, Pratica Lingua. Exactement. Nous tendons vers le liquide et ensuite vers le solide. Mais en fait, si tu veux, tu vas retrouver, selon les ateliers, des publics variés. Essentiellement, globalement, sur les ateliers d'apprentissage du corse, on va trouver 70 à 80% de personnes, alors essentiellement des femmes, hein, pour plus de la moitié, qui viennent, qui se sont installées en Corse, soit dans l'année, soit dans les 2 années précédentes, et qui viennent chercher un réseau social au sens premier du terme, c'est-à-dire à faire des connexions, etc. Et qui ont quand même la notion, l'idée qu'une culture existe ici, avec sa langue, etc. Et qu'elles veulent l'apprendre. Après, dans les, on va dire 40-30% qui restent, on a des gens qui soit sont des Corses de la diaspora qui sont revenus et qui disent, voilà, moi je voudrais retrouver la langue de ma mère, la langue de ma grand-mère, de mon grand-père, etc. Langue essentiellement maternelle. À ce moment-là, ils viennent ici pour essayer justement de retrouver ce qu'ils ont perdu lorsqu'ils sont partis, étant petits ou avant. Et dans les ateliers, on va dire, plus littéraires, plus musicaux, etc., globalement, on a des gens qui sont plutôt corsophones, ce qu'on appelle Willy Mezzano, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont quand même la corsophonie dans l'oreille, qui ont l'accent tonique et qui ont tout le bagage nécessaire, qui parfois ont du mal à franchir un peu le pas, pour des raisons qu'on a évoquées précédemment, parce qu'il y avait la sanction, parce que ça aussi j'ai mis Kagouzi, et qui viennent ici pour à la fois apprendre une compétence, jouer de la guitare, faire du théâtre, préparer des concours, etc., ou apprendre l'histoire de la Corse, mais qui viennent aussi pour débloquer ça. Et donc on est à la fois l'école de la... Enfin, l'école c'est le mauvais mot, mais on est l'espace bienveillant et convivial de la langue corse et des compétences. Et du coup, si tu identifies ceux que tu arrives à toucher, qui vous n'arrivez pas à toucher encore aujourd'hui et pourquoi ? C'est essentiellement, on va dire, les jeunes entre, allez, on va rester sur du 15, 20, 25 ans maximum. Cette tranche d'âge-là, parce que, alors il y a plusieurs choses, il y a plusieurs facteurs. C'est qu'ils considèrent souvent que, comme ils ont entendu le corse et qu'ils disent 2-3 mots, etc., ils le parlent. Donc il n'y a pas besoin de l'apprendre puisqu'on le sait. Même si on ne le pratique jamais, même si on fait que l'entendre, même si on n'ose pas franchir le pas, on considère qu'on a la compétence et que donc ce n'est pas la peine d'aller jusque-là. Ensuite, la pratique du chant reste souvent aussi un facteur de certitude. C'est-à-dire, je sais chanter corse, donc je n'ai pas besoin de parler corse puisque je sais chanter et que donc inconsciemment, c'est comme si je parlais. Donc toute cette génération-là, entre 16 et 25, en fait, on n'arrive pas à les toucher. Alors après, peut-être que c'est de notre faute aussi et qu'on n'a pas les bonnes propositions d'ateliers pour eux. Mais on a essayé plusieurs fois sur des trucs un peu modernes, la musique assistée par ordinateur, etc. Bon, c'est compliqué de les toucher. C'est compliqué de les toucher. C'est vraiment la cible qu'on n'arrive pas à avoir. Justement, tiens. Défendre une culture, une langue,
un patrimoine, ça peut très vite devenir défensif pour certains, voire fermé même. Comment est-ce que tu gardes cet engagement ouvert sur le monde plutôt que replié sur lui-même ? Alors, plusieurs choses. Déjà, c'est un épanouissement. C'est-à-dire que, encore une fois, l'apprentissage du corse a été cloisonné pendant longtemps à l'université ou à l'école. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le gosse peut dire la langue corse fait partie du domaine scolaire comme la langue anglaise. J'en ai fait pendant 7 ans. Et comme l'anglais, je ne sais pas dire 2 mots d'affilée. C'est pas grave, puisque dehors, de toute façon, tout le monde parle français. C'est un constat. Moi, le constat, c'est que c'est la langue de l'épanouissement. C'est une langue qui permet de discuter avec à peu près tout ce qui est langue romane dans le monde. C'est-à-dire quasiment, je pense, si je me l'abuse, bon, les chiffres ne sont pas à jour, les miens, quasiment presque 1 milliard de personnes. Donc c'est une langue qui voyage, c'est une langue qui permet d'échanger, c'est une langue qui reçoit. On fait venir à Agasadieling, à Pradigaling, à des Sardes, des Espagnols, des Catalans, etc. On n'a aucun problème de communication. Parce qu'on est sur la même racine au départ linguistique, historique, même si on a nos variations et nos variantes. Mais voilà, et c'est pas moi, j'ai pas de posture défensive et j'ai pas de posture par rapport à la langue corse dépressive. C'est-à-dire, je vais pas dire on est mort, c'est foutu. On tire les derniers feux d'artifice. Parce que ça fait facilement, on va pas remonter au début du XXe siècle, mais ça fait facilement une 40aine d'années qu'on a souvent cette posture. Pour une langue qui est morte, j'ai l'impression qu'elle est quand même pas mal parlée. Alors, du coup, ces considérations-là m'empêchent et m'interdisent même d'avoir une posture défensive ou offensive. Moi, j'ai une posture où on avance. Tu la vois comme une frontière ou comme un pont ? C'est un pont. Moi, de toute façon, je ne marche pas à la frontière. Il y a effectivement chaque peuple, chaque nation, au sens premier du terme, a ses frontières, culturelles ou géographiques. Après, qui ne sont pas forcément les mêmes juridiques. Mais au-delà de ça, c'est un pont. Je veux dire, la langue corse, moi, elle m'a permis de lire et de comprendre tout un tas de choses, même dans les archives historiques en Italie, etc. C'est quelque chose qui n'enferme pas, c'est quelque chose qui est très ouvert, à la condition d'être certain soi-même de qui l'on est. À partir du moment où on est certain de sa propre identité, et donc on ne se pose pas la question de l'identité, à partir de ce moment-là, c'est un pont. À partir du point où l'on questionne l'identité, où l'on tente de la définir, de l'encadrer, etc., à partir de ce moment-là, c'est là où elle devient défensive, et c'est là où elle devient problématique. Parce qu'elle n'est pas sûre d'elle-même, elle est construite sur du sable, c'est une faiblesse. Et la construction, là, on n'est plus dans la construction, dans la solidification d'une identité, on est dans la construction identitaire. Quel âge tu as ? J'ai 45 ans. Bon, j'imagine que tu as un peu de bouteille aujourd'hui. Ouais, c'est pour laquelle, la bouteille ? Quand tu imagines la Corse dans 20 ans, ouais. Tiens, voilà, à l'aune de ton expérience militante, linguistiquement, culturellement, qu'est-ce que tu vois ? Et est-ce que Praticalingua aura encore un rôle dans ce futur ? Alors moi, je ne vais pas faire Madame Irma ou Nostradamus. Ou Isabelle Tessier ou Nostradamus pour une référence plus élégante. Moi, j'essaie de me projeter, j'essaie pas de prévoir. Et quand j'essaie de me projeter, je me dis, on a quand même vachement de retard. Alors, on n'a pas vachement de retard sur tout un tas de choses, on a vachement de retard sur la modernité. Et pourquoi ? Parce que pendant longtemps, on a considéré aussi qu'une culture, c'était quelque chose de figé, et tu le disais tout à l'heure, qu'il faut passer. C'est-à-dire transmettre au sens de passer un paquet. Moi, je considère qu'une culture, elle est vivante quand elle est moderne. Et Pradigalingua, qui a ouvert, entre guillemets, pour l'époque, en tout cas contemporaine, même s'il y a eu Skolagors dans les années 70 et tout un tas d'autres initiatives avant, bien évidemment, on n'est pas les premiers, encore une fois. Pradigalingua a essayé d'amener un peu la modernité. C'est-à-dire que nous, on a commencé à dire, voilà, nous, du rap en langue corse, ça nous plaît. Du rock en langue corse, ça nous plaît. L'intelligence artificielle, ça nous plaît. Etc., etc. Et on a dit, bon, au lieu de faire le lamento de Ponteno pendant 70 ans, en nous disant « tutti i gorsi sono morti in Ponteno », on s'est dit, qu'est-ce qui nous manque ? Qu'est-ce qu'il nous faudrait ? Et donc, on a ouvert un peu cette voie-là. Et après, derrière, bien évidemment, il y a d'autres initiatives comme Skolagors, Fioramo. Je ne dis pas qu'elles sont toutes en lien, mais en tout cas, je pense... Elles œuvrent vers le même sens. Elles œuvrent dans le même sens. Fioramo, qui fait rentrer la culture corse dans la culture pop et vice-versa. Quelque chose qui n'était pas du tout existant auparavant. On aurait dit en 1995, on va doubler des dessins animés. Tu parlais du nom de la rose tout à l'heure. Le nom de la rose, par exemple, on va doubler le nom de la rose de Jean-Jacques Hano, ou Yakari, ou Paddington, ou Gantudi Oumar, etc.
On aurait dit, bah, ça sert à rien, qu'est-ce que c'est des conneries, il vaut mieux apprendre, il faut apprendre le corps, ça s'apprend à la maison, ça s'apprend à l'école. Alors ça, c'est une position aussi qui était un peu paradoxale, c'est-à-dire ça s'apprend à la maison, mais on ne le transmet pas à la maison. Et ça s'apprend à l'école, mais alors du coup, ça devient une langue scolaire. Et donc à ce moment-là, il y a eu un paradoxe, une dichotomie. Enfin bon. Et toutes ces initiatives-là, et notamment Pratical Lingua, visent, on essaye, tant qu'on peut et comme on peut, de faire entrer dans cette modernité-là. Donc la Corse que je vois moi dans le futur, c'est une Corse qui, je l'espère, aura pris le train de la modernité, mais pas au sens du progressisme effréné, mais au sens de la modernité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'est le monde aujourd'hui autour de nous. On ne peut pas juste se regarder et dire eh ben, on va se mettre des courpettes et on va jouer de la chalamela, etc. Et puis on va sonner des trucs qui existaient il y a 300 ans. Les trucs qui existaient il y a 300 ans étaient modernes. C'est-à-dire que moi je considère que par exemple une mazurka ou peu importe, un bals ou certains airs ou certaines façons de chanter étaient d'une modernité folle. Et aujourd'hui, au lieu de faire avancer cette modernité en disant bon, on va garder la tradition, mais on va la remettre au goût du jour, j'ai l'impression qu'on essaie de se passer une pomme de terre, mais qui est froide. Et en fait, on cultive des cendres au lieu de rallumer le feu et de le nourrir. Et pour le nourrir, il faut encore une fois s'ouvrir. Donc moi, j'espère une Corse ouverte. J'espère une Corse où on parle corse déjà, ça serait déjà pas mal. Et ensuite, une Corse qui prenne le train de cette modernité, encore une fois. Je parle du rap, on n'est pas obligé d'aller sur le rap, mais sur n'importe quel sujet, de ne pas dire « ouais, mais ça, c'est pas fait pour la langue corse », parce que c'est pas vrai. Parce que la langue la plus proche de la langue corse, c'est la langue italienne. N'en déplaise à tout un tas de statut du commandeur. La langue italienne est la plus proche de la langue corse. Les Italiens, ça ne les empêche pas de faire du cinoche, des films porno, de l'IA, du rap, de la techno, de la house, d'écrire de la littérature, de la poésie, de faire tout un tas de choses que nous n'avons pas faites et que nous aurions dû faire et que nous devons faire maintenant. Donc on se bat un peu contre notre propre retard, mais je pense que, moi je crois en l'exemplarité individuelle et collective, et plus on aura de gens comme Furamo, Sascola Goursa, avec les gens qui sont investis dedans, etc., parfois au-delà de leur propre capacité physique et humaine, plus on aura de gens comme ça, plus on va créer de l'engouement et plus on va se dire, moi, je voudrais faire ce qu'ils ont fait, je voudrais faire comme lui. Et c'est cette Corse de demain, c'est une Corse qui est remplie d'exemples à suivre. À t'écouter, on dirait que tu regrettes un retard, mais ce retard, s'il est là, il n'arrive pas de nulle part, il ne vient pas ex nihilo. Il y a peut-être des explications politiques et socioculturelles, même si tu ne veux pas rentrer dans la politique politicienne, mais il y a une recontextualisation à faire. Bien sûr. Non, ben le retard, il est clair et net. Bon, déjà, le retard, il part du moment où, à partir de ce qu'on a appelé ensuite la franchisade, c'est-à-dire la conquête française, où on commence à avoir une coupure avec notre bassin naturel, culturel, qui est celui de l'Italie, en fait, essentiellement. Hein. À partir de ce moment-là, on entame une démarche qui va vers le gouffre. Ensuite, bien évidemment, on ne va pas refaire l'histoire, mais les conflits mondiaux, la diaspora, Aspaluzera, etc., la dépossession, et ensuite les mouvements de réappropriation culturelle ou de mise en garde. Donc là, pareil, on ne va pas refaire tous les segments, mais on peut partir par exemple de la Mouvre, malgré, et du parti politique qui était accolé, malgré leur chemin de traverse, on va dire, pris par la suite, qui était assez catastrophique, mais qui a initié quelque chose, en tout cas, de collectif et à ce niveau-là. Ensuite, bon, les années 50, à peu près 60, qu'on a qualifié de désert. Bon, moi je vois pas de désert, d'ailleurs c'est une société qui était complètement corsophone, où on chantait quand même, mais elle a été qualifiée de désert parce qu'il n'y avait pas une surproduction littéraire, il n'y avait pas une surproduction musicale corse, etc. Moi je considère que même quand ils chantaient en français, c'était corse, parce qu'ils chantaient des thématiques, ces artistes qui étaient comme Tony Toga, etc. C'était des artistes qui chantaient ce que les Corses ont toujours chanté, c'est-à-dire les gonzesses, la drague, les colonies. Les colonies, les types qui partent en voyage, les mecs qui partent à l'armée, etc. Donc, pour moi, ça fait partie quand même de ce terreau-là. Et ensuite, donc, le Riacuiste, que moi, je considérais être à peu près entre Félix Quiligi et les disques de Cantopopoulos, pour le premier, qui sont dans une démarche de sauvegarde d'un patrimoine immatériel, mais qui va être politisé ensuite. Et là, très vite, ce mouvement-là, hein, dès le deuxième, troisième album de Cantopopoulos, on voit qu'il y a un basculement vers le politique et vers la revendication, qui ensuite va donner vers l'internationalisme, etc., qu'on connaît. Et donc, on va passer, en fait, finalement, de la padier avec une gamme orientale à des guitares sud-colombiennes,
Alors c'est très bien, j'adore ça, hein, mais en fait, on va complètement artificialiser la culture, à tel point qu'aujourd'hui, un jeune qui est né dans les années 80, fin 90-2000 va considérer que certaines guitares sud-américaines, c'est des guitares traditionnelles corses. On a fait disparaître quasiment des pans de culture comme la cetera qui a failli mourir, même si certains artistes corses et intellectuels corses ont tenté de la sauvegarder, de la maintenir. Adje, Terra, tout un tas de choses, la manière de jouer très corse du violon, etc. Les instruments trad, ce qu'on peut appeler les instruments trad, il y en a beaucoup qui ont disparu dans la masse. Et en fait, à partir de ce moment-là, la sauvegarde culturelle est devenue combat politique. Et donc, on a politisé la culture. Et c'est à partir de ce moment-là, je pense, que on a commencé à accumuler du retard parce que, il ne fallait pas d'électro. Ou une cetera, c'est trop italianisant. Vaut mieux une guitare de guerriero de la jungle, façon Che Guevara sur sa mobilette. Dans le premier, ce que j'appelle le premier riacuiste, ou que les universitaires baptiseront ou auront baptisé différemment, il y avait Antonio Chiosi qui chantait aussi Philippines et Pinza Palo. Ce qui, pour l'époque, c'est-à-dire qu'on est, je crois, 60-70, est quand même à la fois scandaleux parce que ce sont des poètes irrédentistes et fascistes, ou fascistes pour certains, mais qui sont parmi les plus grands poètes de l'histoire de Corse. Alors après, c'est là où se pose le problème, c'est qu'est-ce qu'on a choisi comme route, et qu'est-ce qu'on a choisi comme compagnon de route, et qu'est-ce qu'on a mis sur cette route. Et je pense qu'on a fait des opérations qui n'étaient pas toujours bien heureuses. Je pense qu'il faut avoir un regard critique vers le riacuiste, ou notamment la seconde partie. Et je pense aussi qu'il faut que le peuple corse, à un moment donné, par rapport à cette histoire donc de retard dû à un combat politique, qu'il soit justifié ou pas, moi je ne suis pas là pour le juger, mais il faut que le peuple corse, à un moment donné, fasse son complexe d'Oedipe, résolve son complexe d'Oedipe, et il faut tuer un peu le père. Parce que là, en 2026, j'ai l'impression qu'on est encore dessus, qu'on vit encore sur ces échos, ces archétypes, parfois même ces stéréotypes, parce qu'on a un peu folklorisé tout ça à un moment donné, notamment par le biais du roman national, par le romantisme du combat politique, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut tuer ça, parce que tant qu'on n'aura pas tué cette idée-là, qu'il faut qu'on soit tous en noir sur scène, qu'il faut qu'on ait des gueules d'enterrement, qu'il faut qu'on chante Ponteno ou le berger et la montagne, alors que bien souvent ce sont des jeunes qui ont connu ni Ponteno, ni le berger, ni la montagne. Tant qu'on n'a pas dépassé ça, on va rester un peuple qui refuse de comprendre qu'il doit grandir et qu'un jour il va mourir. Pas mourir définitivement, hein, pour ceux qui sont chrétiens, il va ressusciter sous une autre forme, mais il doit mourir. Et tant qu'on n'aura pas cette conscience-là qu'il faut tuer le père, parce qu'un jour on va mourir et qu'il faut qu'on devienne adulte, à ce moment-là on va rester dans une espèce de stase, un peu comme on disait tout à l'heure, dans une vitrine de musée. C'est très joli, c'est très bien, la poussière s'accumule, il y a une jolie étiquette qui n'est pas changée pendant 30 ans par le préposé des étiquettes, c'est toujours là, chacun fait ce qu'il veut, et on pleure autour de la vitrine en disant, ah, voilà, les objets, ils sont là, on est tous morts, on va tous mourir, tout disparaît. Alors, on le dit tout le temps, elle est en train de disparaître, mais on ne prend pas conscience qu'on doit mourir. Enfin, c'est un peu psychologique. C'est un plaidoyer pour un Riacuiste 2.0 alors. C'est un plaidoyer, moi, pour, encore une fois, la tradition, c'est quelque chose de vivant. C'est pas quelque chose de figé. Donc, mais pour que ce soit vivant, c'est toujours pareil. Pour qu'un enfant devienne un père, il faut que son père meure. Voilà. C'est la loi de la jungle, la loi de la vie. Pour devenir adulte, il faut prendre conscience que ses parents vont mourir, qu'ils vont mourir à un moment donné, que nous-mêmes, on va mourir, et qu'on va devoir générer une autre génération qui sera différente de la nôtre, différente de la précédente, en leur laissant quelque chose de nous, notre expérience, etc. C'est très humain, c'est très animal. Mais par contre, il faut qu'on prenne cette conscience-là. Et c'est pas un Riacuiste 2.0 que je veux. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on arrête justement de raisonner par contexte, par statut, par référence comme ça un peu mythologique, et plutôt que ce soit le crépuscule des idoles, et qu'on réinvente en fait une manière de voir et de vivre la culture corse. Parce que l'important maintenant, c'est plus de la transmettre, c'est de la vivre. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette thématique, Paul ? Écoute, non, pas grand-chose. Je crois que c'est Domenico Versini qui disait que tant que les Corses ne prendront pas conscience que c'est à eux aussi individuellement de sauver tout ça, de le faire vivre à la maison, etc., etc., on ne va pas pouvoir passer le pas. Et nous, on est un peuple qui se complaît beaucoup dans le lament ou dans le constat pessimiste. Moi, je crois qu'on a gagné. Je crois qu'on a gagné parce que je vois des jeunes. Bon, là, il y a eu un concert de Lesia Leoncini ici, il n'y a pas très longtemps. Lesia Leoncini qui a 17 ans, qui a une manière de chanter phénoménale. Et je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire, parce que bon, ses parents sont des amis, puis elle aussi, je la connais depuis qu'elle est plus jeune, de lui dire chante les thématiques de ceux de ton âge. Ne reprends pas les thématiques de ceux qui sont venus avant.
tu n'as pas connu la guerre fratricide des années 90, Pascal Paoli, c'est bon, on a tout le répertoire de Pascal Paoli, plus qu'il en faut, à outrance. Chante ce que tu veux chanter, c'est quoi ton monde? C'est quoi ce que tu vois toi de la Corse? C'est quoi ce que tu attends de la Corse? N'attends pas qu'on t'impose des textes ou des trucs, dis-toi ce que tu as à dire parce que les jeunes ont quelque chose à dire. Et souvent on parle à la place des jeunes, c'est-à-dire qu'on dit oui mais il faut que tu écrives ça, il faut que tu chantes ça, tu comprends? Alors qu'en fait on devrait leur demander mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu as à dire? C'est quoi toi ta Corse? Parce que la Corse de Paul Tourki-Drouyan, 46 ans, né en 1980 à Bastia, c'est pas celle d'une Lésia qui est née il y a 17 ans à Bastia. C'est pas celle d'une jeune fille qui aujourd'hui a 12 ans ou 10 ans, ou d'un petit garçon qui a 8 ans et qui demain va avoir 30 ans, etc. Comment il la voit, lui, la Corse? Moi, je ne vais pas lui imposer ma Corse. Moi, je vais faire en sorte qu'il ait tous les outils nécessaires pour pouvoir fabriquer lui aussi une Corse. Mais pour ça, il faut que ce que je lui donne, ce soit vivant et utile. On va passer un peu sur ton travail universitaire. Oula. Qu'est-ce qui t'a poussé à travailler sur les relations entre la Corse, Rome et la papauté? Alors, plus précisément, c'est pas tellement la Corse. Bon, c'est surtout la Corse et Rome, l'implantation des Corses à Rome, donc le contexte, les migrations, c'est-à-dire les migrations vers Rome et les environs, entre le Moyen-Âge, on va dire à peu près, et l'époque moderne. Ce qui m'a poussé, déjà, c'est Yves Pasquale qui est venu me voir, je crois qu'on était en 2015 ou 2014, et qui me dit je veux monter une association donc pour rétablir des liens, parce que figure-toi que la garde corse papale a existé avant la garde suisse. Je me suis dit, c'est vrai que quand j'étais jeune, que j'allais en voyage en Italie, à Rome, etc., que mon prof d'italien, M. Deserbi, Georges Deserbi d'ailleurs, nous emmenait en voyage scolaire, le pauvre, en Italie, il m'avait dit, ouais, les gardes suisses, avant c'était les gardes corses. Et donc je rentre un peu dans cette démarche avec Yves Pasquale, une démarche associative qui après est devenue confraternelle, etc. Et on dit, bon, il faut appuyer la démarche par un travail universitaire. Donc là, je me rapproche d'Antoine-Marie Graziani qui accepte d'être mon directeur de thèse. Et c'est un travail qui a duré 6 ans et demi puisque j'étais salarié. Donc le boulot, les gosses et la thèse, ce qui a été quand même pas mal compliqué, les voyages à Rome, les allers-retours, etc. Et voilà. Et en fait, pourquoi ça m'a motivé? Parce que très vite, en commençant à lire, à comprendre et à chercher, je me suis aperçu que toute ma vie, j'avais considéré que l'histoire de la Corse se passait en Corse. Et en fait, à travers ça, je me suis aperçu que, je vais grossir un peu le trait, mais 80% de l'histoire de Corse passait en dehors de la Corse. Avec des Corses, mais en dehors de la Corse. Bah, c'est un peu ce que dit Brodel, hein, c'est que la Corse, c'est pas une périphérie française, mais c'est vraiment le nœud d'un espace, la Méditerranée. Tout à fait. Alors, c'est intéressant de raisonner par centre et périphérie aussi. Hein. C'est-à-dire que pourquoi la Corse, qui a été donc rattachée à Caen à Gênes, à Caen à Pise, à Caen à Milan, à Caen à Rome, à Caen, bon, peu importe, reste une périphérie. Parce qu'en fait, les Corses vont et viennent comme entre la banlieue et le centre-ville. Et la banlieue étant la Corse, donc on va, on vient, etc. Pas tous, bien évidemment, mais une partie. Et les centres, au fur et à mesure, vont changer entre Gênes et selon les puissances qui sont en jeu, qui s'intéressent à la Corse, ou qui offrent aussi des possibilités. Parce que Rome, par exemple, on dit souvent Corse terre Vaticane. Bon, oui, effectivement, depuis la donation de Constantin, qui est un faux historique, la Corse fait partie du patrimoine de Saint-Pierre, donc est une terre Vaticane. Mais par contre, Rome n'a pas les moyens de l'entretenir, la Corse, de la gérer. Donc elle va la déléguer, que ce soit à l'archevêché de Pise, que ce soit par la suite à Gênes, etc. Mais elle va déléguer finalement la gestion du territoire. Et donc, mais les Corses vont garder Rome comme centre d'attache. Pourquoi? Mais parce que c'est une ville qui fourmille de possibilités économiques et sociales. Et que les Corses, comme tout le monde, quand on galère un peu ici, on s'en va ailleurs et on revient. Et ce qui m'a fasciné aussi, c'est de comprendre qu'en fait, aujourd'hui, la sédentarité, c'est quelque chose de très, très, très moderne, de très contemporain. En fait, à l'époque, migrer, c'est fait quasiment partie de la vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, maintenant, on passe 2 ans à Rome. Ensuite, on va à Venise pour 10 ans. Quand on a fini Venise, on va peut-être retourner à Marseille. Et une fois qu'on a fait quelques années à Marseille, on revient en Corse. Et ça pose pas de problème. Est-ce que ton travail t'a permis d'appréhender des nouvelles choses sur la construction de l'identité corse, ou est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise, ou même est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé ne pas savoir? Ce qui m'étonnerait. Hein, mais ouais. Non, moi, déjà, la lecture d'Antoine-Marie Graziani m'avait déjà permis de sortir un peu de l'idée du roman national, c'est-à-dire que nous étions des héros sur lesquels Gênes s'essuyait les semelles.
Bon, on en revient très vite, que la société corse, c'est ces fameuses valeurs qu'on voit revenir à longueur de réseaux sociaux, les valeurs corses traditionnelles, etc. Bon, quand on lit Antoine-Marie Graziani ou Antoine-Laurent Serpentine ou les historiens, en général, la société corse, c'est une société qui est très violente, inégale, injuste, Féodal. féodale quasiment, mais on est dans un western, je veux dire, on est dans des zones de non-droit permanentes. On va pas revenir sur les caporales qui se faisaient des guerres quasiment intrafamiliales pendant des siècles, jusqu'à tuer des dizaines, des centaines de personnes. Enfin bon. Donc finalement, j'étais déjà un peu sorti du roman national, mais là, pour le coup, chercher les Corses à Rome, ça m'a permis aussi de comprendre qu'il n'y avait pas que l'histoire de Corse se cantonnait pas qu'à nos côtes, et qu'effectivement, on était comme ça un petit peu aussi. Et ça m'a permis, alors je suis parti d'abord avec Yves Pasquale en me disant, ouais, c'est vrai, la garde Corse et tout, les chevaliers du Zodiaque. En fait, quand on regarde, c'est tout simplement des militaires, des soldats, voire des mercenaires souvent. Donc, qui dit mercenaire, dit mes actions. Qui perdent le marché pour une histoire de comptoir, c'est ça, il me Qui semble. peuvent, bon, alors pas tellement ça, mais bon, qui se battent très régulièrement. Quand ils sont amenés à intervenir, parce que c'est une gendarmerie, la garde Corse, qu'on appelle la garde Corse, qui n'existe pas dans les archives, on appelle le bataillon dei Corsi en général, i battaglioni dei Corsi. Ce sont des gens qui se rendent dans les communautés pour chasser les bandits, dans les communautés des États pontificaux, c'est très large. Hein. Ça va quasiment jusqu'en haut de la Toscane, bon, et ça descend jusqu'à Naples. Souvent, on a les communautés qui écrivent en disant rappelez-les parce qu'ils sont pires que les bandits. Moi, j'ai un procès d'un Corse qui a tué son supérieur dans un village après s'être retranché dans une église avec des otages. Je crois qu'on était à la fin du XVIe siècle. Pardon, vers la fin du XVIIe siècle, enfin milieu-fin du XVIIe siècle, et qui en fait, simplement parce que le supérieur lui avait dit qu'il jouait de la guitare comme un chien. Donc il a tué à peu près, je crois, de mémoire, 3 ou 4 personnes, dont son supérieur. Hein, en le frappant plusieurs fois avec une lame. Donc c'est des gens qui sont en fait, qui sont pas plus glorieux que des autres. Mais ce qui est fascinant justement, c'est de découvrir leur quotidien, le rapport qu'ils ont avec l'intégration, avec la migration, le mouvement, et en même temps quel rapport ils gardent avec la Corse. Parce que le soldat, c'est une forme d'implantation, l'ouvrier, c'en est une autre, le marchand, c'en est encore une autre, et en Corse, dans l'histoire, on a souvent fait des packages et des globalités qui niaient le relief de la réalité. Et les reliefs de la réalité sont souvent plus intéressants. C'est-à-dire pourquoi les confréries de Corse à Rome? Parce que c'est un espace de sociabilité qui permet d'intégrer des marchés financiers ou des marchés commerciaux. C'est aussi quelque chose qui permet d'arriver à un petit pouvoir communal, parce qu'il y a 2 pouvoirs à Rome, il y a le pouvoir religieux et le pouvoir communal, bon, pouvoir politique, etc. Donc ça m'a permis d'appréhender toute cette réalité, et finalement, encore une fois, presque de faire de résoudre mon complexe de d'Oedipe historique, c'est-à-dire de dire que finalement, on n'est pas ce qu'on croyait être. Justement, est-ce qu'il y a des pans de l'histoire corse qu'on refuse de regarder en face ou qu'on n'a pas, on n'a pas encore fait l'autocritique? Ben, je pense que énormément déjà. Je pense que déjà, encore une fois, l'histoire de ces Corses à l'extérieur. Alors, il y a des initiatives qui sont très bien, hein, notamment des recherches qui ont été faites sur les Corses aux Amériques, c'est-à-dire en Amérique du Sud en fait, qui sont de très très bons bouquins, les Corses à Porto Rico, etc. On a un petit peu de travail sur Gênes, et on a un petit peu de travail sur Rome, etc., etc. On a très peu de travail sur le reste. Donc en fait, ce qu'il faudrait là, je pense, c'est vraiment lancer une démarche, je dirais presque même internationale, en tout cas européenne, de recherche de migration des Corses en Méditerranée et autour de la Méditerranée. Attends, excuse-moi, on revient sur la question, là, j'étais plus sur le... Oui. Est-ce qu'il y a une part de l'histoire de Corse qu'on refuse voilà. de regarder Alors, il y a beaucoup de pages d'histoire de Corse qu'on refuse de regarder. Déjà, on considère le Moyen-Âge. Alors, l'Antiquité, ça reste une espèce de fantasme. C'est-à-dire qu'on entend parfois un peu tout et son contraire. On garde l'Étrusque à la tête parce que ça revient souvent presque comme une marque de soda. Mais bon, on oublie les Grecs, on oublie les Phéniciens. Après, on oublie les Vandales, on oublie les Byzantins. Il y a à peu près zéro, enfin pas zéro, mais il y a peut-être un article ou 2 sur Byzance et la Corse. Et encore, je ne suis même pas sûr. C'est une correspondance papale, il me semble. Alors, il y a une correspondance entre Saint Grégoire le Grand et l'impératrice de l'Empire romain d'Orient. Hein. Mais bon, sur les 900 lettres, il y a, enfin sur les 600, je sais plus combien de lettres, il y a peut-être 9 lettres sur la Corse, qui nous permettent d'avoir une idée, qui ne sont pas très précises. Il y a 3-4 phrases. Bon, on sait que les Corses, pour la plupart, sont animistes, que la légende de la christianisation de la Corse aussi, très rapide, soudaine et massive, bon, elle est complètement fausse. Hein. La Corse est finie d'être christianisée, presque on va dire avec Pise, avec la fin de Pise en Corse. On est à peu près...
Elle tient à peu près entre, allez, quand Pise arrive et Pise s'en va, on va dire entre le 11e et le 14e siècle, le 15e siècle. Voilà. Dans ces eaux-là, vraiment, là, on peut dire qu'il y a une massification, je pense, du christianisme en Corse, de la catholicité. Au-delà de ça, voilà, donc l'Antiquité, ça reste une espèce de semi-fantasme, un peu particulier parce que ça reste le domaine aussi des archéologues. Donc il y a un petit manque de médiation à ce niveau-là, et puis surtout il y a un manque de recherche globale en archéologie, hein, un manque d'archéologues ouvertement. Ensuite, sur le Moyen-Âge, pareil, alors on a quand même un petit peu plus de considération pour le Moyen-Âge, mais ça reste quand même une zone un peu floue entre la commune, Sambougou, voilà, il y a toujours le roman national qui vient un peu parasiter tout ça. Et après, sur la période, on va dire, plus moderne, ouvertement, je pense qu'on a maintenant assez de spécialistes du XVIIIe siècle pour plus avoir à raconter des histoires pour dormir le soir. Je pense notamment à des gens comme Eric Midgé, ou Antoine-Marie Gradian qui fait ça depuis des années, etc. On est sur une lecture du XVIIIe siècle, corse, qui maintenant est quasiment très très précise. Il y a beaucoup de boulot à faire encore, mais on a de quoi faire. Donc moi, je suis un peu, on va dire, chafouin quand je vois qu'on en est encore à répéter parfois des stéréotypes, des choses qui ont été très 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 folklorisées ou caricaturales, alors qu'on a des chercheurs, on a des gens qui tiennent la route. Et je pense que si on veut savoir où on va, il faut savoir aussi d'où l'on vient. Et pour savoir d'où l'on vient, il faut des spécialistes de là où on vient. Et les spécialistes de là où on vient, ça s'appelle en général des historiens. Donc je pense que l'histoire et le patrimoine en général, qu'ils soient matériels, immatériels, ça devrait être des causes nationales, qui nous permettent aussi en plus d'aller à l'extérieur, de revenir, etc. Et de faire tomber un peu ces cloisons dont on parlait tout à l'heure et d'établir des ponts. Paul, tu es à la fois engagé pour la culture et un historien rigoureux. Ça, je sais pas. Hein. Déjà, je sais même pas si je suis historien. Je pense que j'ai un diplôme en histoire, ça oui. Après, historien, c'est encore autre chose. Et est-ce que ces deux postures, elles rentrent parfois en tension ou est-ce qu'il y a des conclusions historiques qui va déranger ton engagement militant ou qui confortent peut-être ton engagement militant? Alors moi, je crois, si tu veux, je suis à un stade où je ne crois plus au militantisme. Voire, je trouve que c'est quelque chose qui C'est ballot de la part d'un militant associatif et culturel. Non, mais moi je suis. Alors, à la limite, peut-être activiste, c'est peut-être mieux que militant. Parce que militant, ça veut dire que tu es un soldat aux ordres de quelqu'un. Bon, nous, ici, c'est pas l'armée, au contraire. Justement, on est construit à l'inverse de l'armée, c'est la bienveillance, la convivialité. Mais c'est surtout que si tu veux, tu peux pas sortir d'un cadre idéologique. Quand tu es militant, de tes ordres, de ton ordre. Moi, ça, je peux pas. Et ensuite, le militant, si tu veux, il y a un côté. C'est le type qui sert à tout faire. Il coûte rien, il sert à tout faire. On peut lui faire coller une affiche, écrire un livre, réparer un meuble ou faire une pizza. Moi, j'en suis à un stade aujourd'hui où, avec beaucoup d'autres d'ailleurs, on partage une idée, c'est que aujourd'hui, on doit être dans le professionnel. Et concilier la culture, l'histoire et la rigueur, c'est être professionnel. Et être professionnel, ça veut dire qu'on se donne des process, qu'on est formé, des méthodes, qu'on est formé, qualitatives et quantitatives, qu'on produit aussi de la statistique pour profiler. Tu parlais de Pradigalingua, qui sont les gens qui arrivent. Moi, je fais de la stat, pas pour le plaisir de la stat et pas parce que je suis un fou dans une cave qui écrit des chiffres sur des murs, mais parce que ça me permet de savoir ce que je peux proposer, à qui je peux le proposer, comment je peux le proposer, comment je dois recruter, quel profil, comment je peux les installer. Ça permet de mettre en place les choses et d'être professionnel. Le militant, si tu veux, quelque part, c'est un guerriero, le parachute dans la jungle, c'est Predator, démerde-toi avec le couteau et l'extraterrestre que tu as en face. Bon, là, nous, moi, je suis vraiment. Il en faut aussi, hein, des militants. Non, alors il faut garder un côté militant. C'est-à-dire que tu peux être capable, à un moment donné, d'enlever la casquette de directeur ou de quoi que ce soit et de rentrer dans le tas, d'occuper un local, de remettre en question et en cause les gens, etc. Parce que je suis sûr que si demain, il y a des réorientations politiques des militants, il va en falloir pour la langue corse, à mon avis. Ouais. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'à la différence des partis politiques en général, tu vas trouver plus de militants de la langue corse sur le terrain. Je te parle pas de parti. Hein, voilà, non, mais justement, tu vas trouver beaucoup de gens qui ont été activistes, ou en tout cas qui ont été investis dans le champ de la langue corse sur le terrain pour rentrer dans le tas, à mon avis, plus que dans les politiques. Parce que la langue, si tu veux, il y a encore cette conviction profonde, cette foi presque, que si on perd l'économie, si on perd les arrêtés MIO, si on perd tout un tas de choses, ça, on peut encore le garder et l'avoir à nous. Le reste, bon, de toute façon, au bout du compte, les gouvernements vont changer, les politiques vont changer, les collectivités vont changer,
Tout va changer, les communautés de communes, on parle bientôt de mégalopoles, de métropoles, de tout ce qu'on veut sur le territoire de la Corse. Ça, à la limite, nous, moi, je ne vais pas regarder. Moi, par contre, si demain, tu me mets un mur en face en me disant « Awabast », il va falloir s'accrocher aux branches. Voilà. Ça, oui. Dans la société corse, il y a des récits très puissants sur ce qu'est un Corse, ce qu'est d'être ici. Est-ce que pour toi, ces récits, ces mythes, ils sont bloquants? Oui, alors ils sont bloquants et puis surtout, ils sont insupportables. Parce que, encore une fois, la réalité rattrape toujours les choses. Et moi, je vois aujourd'hui encore, hein, je te dis, à longueur de, tu le sais, et puis tout le monde le sait, à longueur de réseaux sociaux, les valeurs traditionnelles de la Corse et tout. Je crois qu'en 1941 en Corse, il y a 30 à 40% des hommes qui sont dans les légions de Vichy. Je crois, si tu veux, qu'à un moment donné, l'histoire peut nous réconcilier avec nous-mêmes et arrêter de croire que nous sommes le sommet, les parangons de la vertu. Parce qu'en Corse, on se calme. En Corse, il y a des viols, il y a des incestes, il y a des femmes qui sont frappées, il y a des enfants qui sont abandonnés, il y a des voyous, il y a la mafia, il y a des assassinats de jeunes. On le voit pas tous les jours, Dieu merci, mais malheureusement trop régulièrement. Je crois qu'il faut arrêter avec ça. Parce que ça existe aujourd'hui, ça existait au 19e siècle, ça existait au 18e siècle, ça existait au 17e siècle. Il n'y a pas en Corse de gens plus honorables, ou moins honorables d'ailleurs, qu'ailleurs. C'est comme la Provence, c'est comme d'autres régions du monde. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrête de dire oui, mais la solidarité, tout ce qu'on entend habituellement. Oui, la solidarité et la tranquillité de vie tenaient sur le rapport violent. C'est-à-dire que pourquoi les femmes se promenaient la nuit seules, à Bastia par exemple, ou ailleurs, parce qu'on savait que s'il leur arrivait quelque chose, le mari, le frère, le cousin, le père allaient tuer quelqu'un. Donc la violence était un facteur de régulation sociale. Et c'est pas la même violence, parce que là je les vois déjà les commentaires, c'est pas la même violence que le type qui vend de la cam ou le type qui arrache le sac à une vieille. Parce que là aussi pareil, on fait des concepts globaux. Après, malheureusement, intellectuellement, il faut avoir l'honnêteté aussi de diviser les choses. Et en fait, cette violence qui soutenait tout, quasiment, créait une forme de paix sociale, momentanée en tout cas, et peut-être même illusoire. Mais voilà, mais en fait, c'était pas parce qu'on est plus gentil que les autres, ou qu'on est plus solidaire. C'est parce qu'en fait, on était aussi méchants, et méchants. Et ça, et qu'on pouvait l'être d'un coup et de manière soudaine et assez spectaculaire. Mais ça a fait ça. Donc moi, les valeurs, je supporte pas. Parce que les valeurs, déjà, lesquelles, à part celles qui reviennent, je ne vois pas lesquelles. Et encore une fois, je ne vois pas pourquoi le Corse, plus que le Sicilien, ou l'Albanais, ou le Normand, ou le Hongrois, ou l'Iranien, pourquoi le peuple corse, d'un coup, serait un peuple élu par les valeurs transcendantales et fondamentales de l'univers et investi de quelque chose de plus qu'un autre. Et encore une fois, l'étude de l'histoire nous montre que on n'est ni pire ni meilleur que les autres. On a tout simplement une façon de vivre qui ressemble un peu à celle d'autres pays, d'autres endroits. Redescendons d'un étage, un peu d'humilité, on n'est pas meilleur que les autres. Et il faut arrêter d'appeler ces valeurs-là les racines chrétiennes de la Corse. Bon, il n'y a pas de peuple qui a des racines chrétiennes, ça n'existe pas. Il n'y a pas un peuple qui est né du christianisme. Voilà. Le christianisme, il s'est adapté comme tout le reste sur un terreau qui était déjà préexistant, que ce soit sur Mitra à certains endroits ou que ce soit sur autre chose à d'autres, sur le masdéisme ou autre chose. Le christianisme s'est adapté, il s'est implanté et il a fait une culture effectivement chrétienne. Mais il n'y a pas de racines chrétiennes, ça n'existe pas. Le seul qui a des racines chrétiennes, peut-être c'est le Christ. Voilà. On vit dans un monde où les cultures régionales subissent une pression massive, la vitesse de l'information, la standardisation des modes de vie, la mondialisation des références culturelles. Est-ce que la Corse y résiste ou est-ce qu'elle cède progressivement sans s'en rendre compte? Ou est-ce qu'elle vit avec son temps au final? Est-ce qu'on ne peut pas faire les deux? On ne peut pas faire les deux parce que c'est une grosse machine à laver les cerveaux. C'est une niveleuse qui passe et qui, là où elle passe, tout trépasse. Et en fait, c'est une fosse creusée sur la connerie dans laquelle on déverse l'entertainment, comme disent les Anglais. C'est-à-dire qu'en fait, on n'y échappe pas. Pourquoi? Parce que tout est basé désormais sur un système de perception-récompense. C'est-à-dire on voit quelque chose, il y a une méthode pour la voir qui est souvent très rapide et intuitive, comme sur les téléphones, sur les applis, sur les réseaux sociaux, etc. On l'a, et en fait, une fois qu'on a fait le petit protocole, le petit geste, on a la récompense qui est, alors toi tu appelles ça l'information, moi j'appelle pas ça l'information, parce qu'en fait plus personne n'aura l'info, on regarde des titres,
On regarde des petites vidéos de 30 secondes formatées. Donc il n'y a plus vraiment d'information, même si elle existe, on ne va pas la chercher parce que c'est plus facile de scroller. Et donc ça, on ne peut pas l'empêcher parce que c'est une facilité qui est quasiment animale. C'est-à-dire qu'on a le bonbon à portée des doigts. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin d'ouvrir le meuble, d'ouvrir la bonbonnière, de demander la permission. En fait, tu scrolles et tu as ta récompense. Donc on ne peut pas échapper à ça. On ne peut pas échapper à ça parce que c'est quelque chose qui est connu au moins même avant Pavlov, certainement, alors les chiens de Pavlov. Mais c'est le complexe du singe de la NASA qui appuie sur le bouton vert pour avoir la cacahuète. Et quand le bouton rouge s'allume, il ne faut pas le toucher. Et ça, on l'a appris comme ça. Et la Corse ne peut pas résister à ça parce qu'on reste des êtres humains. Après, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on a les moyens de sortir de la caverne et d'aller vers autre chose, une fois qu'on a compris que scroller, ça détruit le cerveau, que trop d'informations tue l'information, parce que tout est formaté, tout est un peu orienté, etc. Mais il y a des sources qui permettent d'y accéder. Si on sort de cette caverne, et il faut passer là aussi par une forme de violence, parce que quand on regarde bien le mythe de la caverne, c'est de la violence. Il faut aller pêcher le type en bas, le sortir à coup de pied au cul et le mettre au soleil pour qu'il reste aveugle un moment et que ses yeux s'habituent à la lumière du soleil. C'est un peu ça. Mais ça, on ne peut le faire, entre guillemets, que si on a conscience, encore une fois, de nous-mêmes. En Corse, on parlait tout à l'heure, on est un peuple qui, globalement, est un peuple, pas dire enfant, mais adolescent. C'est-à-dire, on est un peu en crise d'adolescence, on se croit les meilleurs, on se croit les plus beaux, on ne veut pas tuer le père, on ne veut pas encore avoir d'enfants. Donc ouais, c'est un peu ça, cette espèce de période qu'on pourrait appeler l'adolescence. Et pareil, on a le peuple de l'enfant roi. Donc on a ici des enfants qui consomment, qu'on fait consommer en fait, massivement. Pourquoi est-ce qu'ils échapperaient plus qu'un autre au phénomène de mondialisation ? Après, là, moi, pareil, j'essaie d'être un peu cynique. Alors, cynique en Corse, c'est la Z, c'est celui qui voit le monde tel qu'il est et pas tel qu'il voudrait qu'il soit. Moi, je suis un peu cynique à Z et je me dis, en fait, cette petite population qu'on a pris pour un handicap depuis toujours, c'est en fait une facilité. Mais c'est une facilité, pas qu'on va la prendre globalement, en disant 330 000, etc. C'est une facilité de gestion, c'est une facilité d'action avec elle et sur elle, parce qu'on peut la segmenter, c'est-à-dire les quartiers de Bastia, d'Ajaccio, de Porto-Vecchio, les villages, les pièves, etc. Mais pour ça, il faut reprendre une connaissance aussi, il faut reprendre une autre forme du territoire, arrêter avec les cartes et se rapprocher du territoire, pas faire le parallèle avec des titres de livres, mais voilà, arrêter les cartes et se rapprocher des territoires pour voir en fait, comment on peut agir sur cette population-là et comment on peut permettre et donner aux enfants, aux jeunes et aux autres la capacité d'échapper à la mondialisation. Et la culture corse, elle est là pour ça. Mais encore une fois, pas si c'est une culture muséifiée. Il faut que ce soit quelque chose de vivant, où les mecs ils rigolent, où il y a des dessins animés qui sont produits, mais d'abord doublés comme maintenant, mais aussi produits, avec du cinéma corse, du vrai, qui arrête de parler des mafieux et de crimes organisés, qui parle un peu d'autre chose. Je disais tout à l'heure un peu ce retour à la provocation, mais on n'a pas de film porno. On n'a pas de film de science-fiction, ou très peu. On n'a pas... Il y a un film d'horreur là qui vient de... Il y a un film d'horreur de Batti Agostini Croce qui fait un joli tour du monde d'ailleurs. Bon, voilà, c'est des bonnes initiatives. Mais pourquoi on n'a pas un truc qui fait du cinéma comme on l'aime, comme on pourrait l'aimer, ou même du grand spectacle, on s'en fout. Mais rentrer dans cette culture pop qui est la culture populaire et faire vivre ça. À partir de ce moment-là, effectivement, comme cette identité-là, elle sera vivante, active et moderne, à mon avis, elle va résister d'elle-même à la mondialisation. Et donc tu gardes espoir, il y a une manière d'être corse en étant ouvert sur le monde sans être dissous par la mondialisation. Bien sûr, ouais, voilà. Bien sûr. Et quand tu tournes un peu dans le monde, alors, attention, le monde, moi j'ai très peur de l'avion, donc je ne vais pas très très loin non plus, mais quand tu vas voir un peu dans les localités, quand tu vas voir un peu dans les coins... Mais le vrai Corse prend le bateau. Le vrai Corse, il prend toujours le bateau. La cabine et la spaghetteria du commandant, avec une chance sur deux d'avoir un souci. Mais en fait, si tu veux, quand tu tournes un peu, tu t'aperçois que les autres aussi essaient d'être modernes. Là, j'ai vu les Basques, il y a quelques temps, ils ont sorti un film sur Netflix, en langue basque. Je crois que c'est Le Diable et le Forgeron. C'est un exemple parmi tant d'autres, c'est pas pour faire la pub à Netflix, mais il y a des jeux vidéo qu'on essaye, avec les moyens qu'on a et comme on peut, de mettre au point en langue corse. Il y a tout un tas de choses à faire et des initiatives qu'on retrouve dans le monde et ailleurs. Ils nous disent putain, c'est vrai que vous bougez, vous. Alors quand il y a les Basques qui te disent vous bougez pas mal, bon, il vous manque quelques petits trucs, mais vous bougez pas mal. Il y a beaucoup de gens qui te disent comme ça, et toi tu es là et tu te dis bon, nous on continue à pleurer en disant qu'on est en train de mourir. Il faut arrêter, faut qu'on arrête avec cette posture. On arrive à la fin de cet entretien. Paul, j'ai une dernière question. Qu'est-ce qu'il faudrait dépasser, selon toi, dans l'imaginaire collectif corse,
non pas pour l'effacer, hein, mais pour que la Corse puisse inventer quelque chose de nouveau et d'inédit. Alors, il y a tout ce qu'on a expliqué jusque-là, c'est-à-dire toute cette espèce de roman national qui aujourd'hui n'a non seulement plus lieu d'être, mais je crois n'intéresse plus grand monde par des petits cercles concentriques. Il faut arrêter avec le roman national. Et surtout, je pense qu'à un moment donné, le gros problème qu'on a, et parfois je me mets aussi un peu dans le lot, c'est l'ego. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on retrouve un peu d'humilité à tout un tas de niveaux, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau même individuel, familial, professionnel. On a un gros problème avec l'ego parce qu'on est une petite population. C'est un bienfait pour certaines choses et c'est une difficulté pour d'autres. Et que donc on a l'impression qu'il faut plus exister que l'autre à côté pour sortir un peu du lot. Alors sortir du lot vers quoi? Je ne sais pas, parce que à part 2-3 cas de groupes culturels, par exemple, qui se produisent à l'étranger devant des milliers de personnes, en général, les concerts en Corse, c'est 300 à 500 personnes, grand max. Un livre écrit en langue corse, je crois, Marc Biancarelli en parlait il y a quelques jours, c'est 400 exemplaires vendus. Voilà, donc il faut qu'on redescende d'un étage, il faut qu'on retrouve un peu, je parlais du cynisme tout à l'heure, cette posture du chien, hein, c'est le sens initial, c'est-à-dire prendre un autre point de vue sur nous-mêmes, dégonfler les égos et dire finalement qui suis-je? Qui suis-je et qu'est-ce que je veux? Et qu'est-ce que je veux pour l'autre et qu'est-ce que je veux pour les autres? D'abord pour moi et ensuite pour les autres. Et à partir de ce moment-là, quand on aura dégonflé l'ego, on pourra commencer ce travail justement de destruction des mythes. J'ai pas envie de dire destruction parce qu'après voilà, ça fait anarchiste et provocateur, mais moi je suis un peu sur cette posture. Je dis qu'à un moment donné, il va falloir faire tout noir pour contrebalancer le tout blanc et faire un peu de gris. Donc détruire, ça va commencer par ces démarches-là. Et après, là, il va falloir remettre les spécialistes. Parce que la démocratie, avant tout, c'est le règne des spécialistes. Je renvoie à Athènes et au 5e siècle. Quand on veut faire un bateau, on ne demande pas au potier. Quand on veut faire un mur, on ne demande pas au pizzaïolo. Quand on veut faire une pizza, on ne demande pas au maçon. On fait appel aux spécialistes qui vont être consultés pour dire ce qui... Et là, l'un des spécialistes de l'identité au sens noble de la chose, ben, ça reste l'historien, ça reste le linguiste, ça reste voilà, ces gens-là qui travaillent sur l'essence des choses, mais l'essence réelle, pas une essence fantasmée. Il y a toujours une petite part d'interprétation. Hein. Le travail de l'historien, c'est de chercher la vérité, c'est pas de la trouver. Celui qui trouve la vérité. C'est un enquêteur. C'est un enquêteur perpétuel. Bon, et voilà, c'est un enquêteur perpétuel, tout à fait. C'est un enquêteur perpétuel et comme pour la foi, il est nourri par le doute. Il n'y a pas de certitude chez l'historien comme chez le croyant. Hein. La foi, c'est quelque chose qui doute. Et c'est vivant, c'est un battement de cœur qui ralentit, qui augmente, qui ralentit. Et l'historien, c'est un peu ça. Mais tant qu'on n'aura pas mis vraiment ça en place, c'est-à-dire qu'on n'aura pas dit, voilà, l'histoire, la culture, etc., et le patrimoine, entre autres, puisque c'est partie du même pot, sont des causes nationales. Je crois qu'on va continuer à vivre de mythologie, et de mythologie, bon, qui est à la fois surannée, et puis devenue complètement inutile et inintéressante, et on va se scléroser doucement comme ça. Alors là, effectivement, on peut s'approcher d'une forme de disparition réelle, mais bon, moi j'ai confiance, et puis je le dis encore une fois, j'ai pris l'exemple tout à l'heure de la jeune Lesia Leoncini, je pourrais en citer plein d'autres. Des mecs qui font de la BD en Corse, des types qui font du dessin animé en Corse, des types qui font autre chose en Corse, qui s'impliquent pour la... Et voilà, c'est ces gens-là qu'il faut suivre. On le disait même avec Lisandre lors d'un spectacle de Pradigaling, je ne sais plus si c'était le dernier ou l'avant-dernier, en fait on a gagné. Tant qu'il y a ces jeunes, ces gens-là, on a gagné. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de dire un mot berce. On a gagné. Et il faut se dire on a gagné. C'est pas du positivisme à la con... façon coach de vie américain. Pensée printemps. Voilà, pensée printemps, etc. Le changement, c'est maintenant. Mais c'est pas ce genre de positivisme à l'américaine. C'est vraiment de dire on a gagné. Parce qu'en fait, il y a des gens qui prennent la relève. Et puis il y a des gens qui essaient d'autres pistes. Puis il y a des gens qui disent toi, Paul, ce que tu as fait, c'est bien. Hein. C'est un peu chiant. Moi, si on me dit ça et que le mec, il me montre qu'il fait mieux ou différent ou autre chose, je suis le premier content. Et ça fait partie du fait de dégonfler son propre ego. C'est de dire celui qui va venir après moi, un peu comme ça Jean-Baptiste et le Christ, justement, on va revenir. Je ne suis pas digne de délier ses sandales, d'essuyer la poussière qu'il a sur les pieds. Il va faire mieux que moi. Il va faire plus que moi, il va faire différent. Et moi, je suis là, en fait, pour ouvrir la voie. Je ne suis pas là pour lui dire ce qu'il doit faire. Je suis là pour lui ouvrir la voie. Après, il marchera comme il doit marcher. Un dernier mot ? Dernier mot, non, pas trop. J'espère que ce format va vivre longtemps. J'espère que tu auras beaucoup de participants
Et j'espère qu'il y aura aussi beaucoup d'iconoclastes. Parce que ça permettra de vivifier un peu le débat. Et on a beaucoup besoin de débat en Corse. Et on a beaucoup besoin d'un appareil critique. Au sens noble du terme là aussi. Pas le poutatio du quartier ou de dire elle est sortie avec le mari de l'autre. L'appareil critique, c'est quelque chose de rationnel, de logique, qui passe par l'observation, la perception, la conscience et la restitution d'un constat construit. Ben, merci beaucoup, Paul Turchi Doriani. Merci à vous, Jean Colonne.